Bruit de feuilles que l'on tourne, un léger soupir amusé, puis une voix chaleureuse et posée. Salut chers amis de l'histoire et du dimanche. Bienvenue à tous, et merci de me rejoindre pour ce petit voyage dans le temps, confortablement installé, peut-être avec une tasse de café ou de thé, loin des remous de l'actualité. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une figure emblématique, un nom qui claque comme un coup de fouet dans le panthéon des tyrans, un personnage dont le simple prénom évoque le feu, la folie, et une bonne dose d'opéra, Néron. Vous savez, quand on pense à Néron, on a tout de suite l'image d'un despote sanguinaire, un artiste raté qui mettait le feu à Rome en jouant de la lyre, un matricide doublé d'un parricide, un amateur de spectacles grand guignolesque. Bref, un monstre. Mais l'histoire, mes amis, est rarement aussi simple. C'est un grand fleuve sinueux, avec ses zones d'ombre, ses rapides, et ses eaux calmes. Alors, pour l'historien du dimanche, que je suis, l'idée n'est pas de juger, mais de comprendre. De gratter sous la légende, sous la caricature, pour essayer d'entrevoir l'homme, l'empereur, et l'artiste qui se cachait, ou se révélait, derrière ce nom. Qui était donc ce Lucius Domitius Aenobarbus, qui allait devenir Néron Claudius César Augustus Germanicus? Un petit jeune homme né en l'an 37, dans la lignée prestigieuse et ô combien mouvementée des Rulliaux claudiens. Son grand-père, c'était Germanicus, un héros. Sa mère, Agrippine la jeune, une femme à l'ambition démesurée, prête à tout pour placer son fils sur le trône. Et, tout, croyez-moi, pour Agrippine, c'était un large éventail d'options. Imaginez la scène, l'empereur Claude, vieillissant, influençable, et Agrippine qui l'épouse. Elle n'a qu'une idée en tête, faire de son fils, Néron, le successeur désigné. Elle y parvient, au détriment de Britannicus, le propre fils de Claude. Et puis, pouf, en l'an 54, Claude meurt. Une mort un peu trop opportune, vous ne trouvez pas? On murmure, bien sûr, que sa bonne épouse n'y est pas pour rien. Une assiette de champignons, un petit coup de pouce, pour accélérer l'histoire. Voilà donc Néron, à seulement 17 ans, propulsé empereur de Rome. Un gamin, mais un gamin bien entouré. Sa mère Agrippine, évidemment, qui entend bien tirer les ficelles. Et deux hommes remarquables. Burrus, le préfet du prétoire, un militaire expérimenté et loyal. Et surtout, Sénèque le jeune, le célèbre philosophe stoïcien, son ancien précepteur. Ces trois-là, chacun à sa manière, vont essayer de le guider, de modérer ses ardeurs de jeunesse, et de faire de lui un bon empereur. Et, tenez-vous bien, les 5 premières années du règne de Néron, ce que l'on appelle le quinquennium Néronis, furent considérés comme exemplaires. Oui, vous avez bien entendu. Sous l'influence de Sénèque et Burrus, Néron gouverne avec modération. Le Sénat retrouve un peu de son pouvoir, la justice est rendue avec plus d'équité, les impôts sont allégés. La machine impériale tourne, plutôt bien même. On aurait presque envie de dire, quel début prometteur. Mais c'est là que le bas blesse. Derrière cette façade de jeune empereur éclairé, couve une âme d'artiste. Néron aime la poésie, le chant, le théâtre, les courses de chars. Des passions qui, pour l'aristocratie romaine, sont au mieux des lubies de jeunesse, au pire des divertissements indignes d'un empereur. Un empereur doit être un guerrier, un législateur, un administrateur. Pas un chanteur de karaoké devant le peuple. Et ça, Néron ne le supporte pas. Il se sent incompris, bridé, étouffé par le poids des responsabilités et les attentes de sa mère et de ses conseillers. La relation avec Agrippine, d'abord fusionnelle, tourne vite au vinaigre. Elle veut le contrôler, diriger les affaires de l'État dans son ombre. Mais Néron, de plus en plus, cherche à s'affranchir de cette tutelle étouffante. La rupture est brutale, elle s'oppose à ses amours, à ses folies. Et puis, il y a Popée Sabine, une femme d'une beauté légendaire, mais aussi d'une ambition féroce. Néron est fou d'elle. Le problème, c'est qu'elle est mariée, et qu'Agrippine ne l'apprécie pas du tout. Les tensions montent. Et puis, en l'an 59, le drame. L'acte impardonnable, celui qui va marquer Néron au fer rouge pour l'éternité, il fait assassiner sa mère. Oui, il l'a fait exécuter. Il y a plusieurs tentatives, toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Un bateau qui coule, une toiture qui s'effondre. Finalement, ce sera des hommes de main qui s'en chargeront directement. L'ombre funeste de ce matricide va planer sur tout son règne. Pour justifier cet acte, Néron prétend qu'elle complotait contre lui. Peut-être, mais la rumeur est tenace. C'est un crime monstrueux, et le monde romain en est secoué. Après la mort d'Agrippine, c'est la fin du quinquennium. Le dernier garde-fou, Sénèque, voit son influence diminuer. Burrus meurt peu après, et on soupçonne Néron d'y être aussi pour quelque chose. Libéré de ses entraves, Néron plonge dans l'extravagance. Ses penchants artistiques, autrefois contenus, explosent. Il monte sur scène, chante, participe à des compétitions. Le Sénat est horrifié, mais n'ose plus rien dire. La cour est remplie de flatteurs, de sycophantes. La paranoïa commence à s'installer.
Toute critique est perçue comme une trahison, toute opposition comme un complot. Et puis, mes amis, arrive le fameux, l'incendie de Rome. Nous sommes en juillet 64. Pendant 9 jours, la ville éternelle est la proie des flammes. Imaginez, Rome, une ville faite de bois, de briques, de ruelles étroites, un brasier infernal. Des quartiers entiers sont dévastés. La catastrophe est immense. La rumeur, la fameuse rumeur, se répand comme une traînée de poudre. C'est Néron qui a ordonné l'incendie. Pourquoi faire? Pour reconstruire une Rome à sa gloire, pour trouver l'inspiration pour ses poèmes sur la chute de Troie, dit-on. Et l'image qui reste, c'est celle de Néron jouant de la lyre pendant que Rome brûle. Alors, mettons les choses au clair, comme tout bon historien du dimanche se doit de le faire. Cette image est une légende tenace, mais probablement fausse. Néron se trouvait à Antium, sa ville à côtière, au moment où l'incendie s'est déclaré. Dès qu'il l'a appris, il est revenu à Rome. Il a organisé les secours, ouvert ses jardins aux sinistrés, fait venir du blé pour nourrir la population. Ce n'était pas un monstre insensible, du moins pas sur ce coup-là. Mais pourquoi cette légende a-t-elle pris racine? Parce que, après l'incendie, Néron a lancé un gigantesque programme de reconstruction. Et au milieu des décombres, il a fait ériger son palais personnel, la fameuse Domus Aurea, la maison dorée. Un complexe gigantesque, avec des jardins, un lac artificiel, et une salle à manger au plafond rotatif. Le luxe à l'état pur. Pour le peuple de Rome, qui avait tout perdu, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Néron avait-il mis le feu pour construire sa folie des grandeurs? La rumeur semblait trouver une confirmation visuelle. Face à la colère populaire et aux accusations, Néron a eu besoin de boucs émissaires. Et qui de mieux que cette nouvelle secte étrange, les chrétiens? Mal compris, souvent calomniés, ils étaient les boucs émissaires idéaux. C'est sous Néron que débutent les premières grandes persécutions contre les chrétiens. On les arrête, on les torture, on les livre aux bêtes dans les jeux du cirque, on les revêt de peaux d'animaux pour les faire dévorer par des chiens, on les enduit de poids pour les faire brûler comme des flambeaux humains dans ses jardins, afin d'éclairer ses fêtes. C'est une période sombre pour la jeune Église. La machine de la paranoïa s'emballe. Les complots réels ou supposés se succèdent. La conjuration de Pison, en 65, voit la mort de nombreux sénateurs, d'officiers, et d'intellectuels. Parmi eux, son ancien mentor, Sénèque, est contraint au suicide. Le philosophe stoïcien, qui avait tenté de le guider, doit mettre fin à ses jours sur ordre de son ancien élève. Le poète Lucain, l'écrivain Pétrone, l'élégant arbitre des élégances, sont eux aussi victimes de la folie meurtrière de Néron. Le « bon » Néron des débuts est bien loin. Il ne reste plus que la tyrannie. L'empire s'agite, les provinces commencent à gronder. En 68, le gouverneur de la Gaule lyonnaise, Vindex, se révolte. Il est rejoint par Galba, le gouverneur de l'Espagne. Le vent tourne, l'armée romaine, le pilier de son pouvoir, commence à le lâcher. Les généraux le trahissent. Le Sénat, qui n'osait plus souffler mot, retrouve un sursaut de courage et le déclare ennemi public. Une sentence qui équivaut à un arrêt de mort. Néron est seul, abandonné de tous. Il tente de fuir Rome, avec quelques fidèles, dont son secrétaire Épaphrodite. Mais il est traqué, trahi même par ses gardes. Il se cache dans une villa, près de la ville. Les soldats sont à ses trousses. Il n'a plus d'échappatoire. Il demande à l'un de ses affranchis de l'aider à se donner la mort, mais hésite. C'est finalement en entendant le bruit des chevaux qui approchent, signe que ses poursuivants sont là, qu'il prend son courage à deux mains. Il se transperce la gorge avec une dague, avec l'aide de son secrétaire. Ses derniers mots, selon Suétone, seraient « Qualis artifex pereo » « Quel artiste périt avec moi ?» Une phrase à la fois pathétique et grandiloquente, qui résume si bien ce personnage complexe. Le tyran, le matricide, le persécuteur, mais aussi l'artiste incompris, celui qui voulait que le monde reconnaisse son génie. Ainsi s'achève, en juin 68, le règne de Néron, et avec lui, la dynastie Rulio-Claudienne. Son suicide ouvre une période de chaos, l'année des 4 empereurs, avant l'arrivée de Vespasien et la stabilité des Flaviens. Alors, Néron, était-il un monstre né, ou est-ce le pouvoir absolu qui l'a transformé? C'est la question que l'histoire nous pose souvent. Il était sans doute un jeune homme doté d'une forte sensibilité artistique, mais aussi d'un ego surdimensionné, d'une impatience chronique face aux contraintes, et d'une cruauté qui s'est révélée à mesure que les digues tombaient. La propagande des empereurs suivants a évidemment noirci son portrait, insistant sur ses travers pour mieux légitimer leur propre règne. Mais même en enlevant quelques couches de saleté, le cœur du tableau reste sombre. Néron, ce n'est pas qu'un monstre froid. C'est une tragédie grecque à lui tout seul, un personnage romanesque, déchiré entre ses aspirations personnelles et le poids écrasant de sa fonction. Un artiste malgré lui empereur, qui a fini par détruire ce qu'il prétendait aimer le plus, Rome, et l'art lui-même, à travers la terreur. Et nous, modestes historiens du dimanche, on garde en tête cette idée.
l'histoire n'est jamais simple. Les hommes et les femmes qui la font sont des êtres de chair et de sang, avec leurs lumières et leurs ombres. Et c'est cette complexité qui rend les récits du passé si fascinants. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans l'histoire. En attendant, prenez soin de vous, et passez un excellent dimanche. À très bientôt. Léger bruit de feuilles que l'on range, un sourire dans la voix, puis silence.